Avec des résultats historiques en sa faveur dans les swing states, la victoire de Donald Trump est frappante. À la différence de son premier mandat, Donald Trump jouira d'une liberté plus importante eu égard à une plus forte représentation du Parti républicain au Sénat et à la Chambre des représentants. Ceci devrait lui permettre d'agir plus aisément dans la réalisation de son programme. Le 47e président des États-Unis pourrait chercher à accentuer le protectionnisme américain. Cela se traduirait notamment par une augmentation des droits de douane. Les relations commerciales se tendraient alors avec la Chine, mais aussi avec l'Europe qui pourrait également être dans le viseur du président. Si ce scénario se matérialisait, il y aurait un impact direct pour la France, avec des secteurs exportateurs comme l'aéronautique, le secteur viticole, les produits pharmaceutiques qui en pâtiraient. C'est d'ailleurs ce que l'on a constaté entre le 6 novembre et le 11 novembre, avec Bayer qui fait moins 13%, BMW moins 7%, Mercedes-Benz moins 6% par exemple. La souveraineté américaine sera aussi assurée par une indépendance pétrolière. Avec la promesse d'une exploitation massive des sols, le secteur des énergies renouvelables a été l'un des grands perdants sur les marchés avec moins 2,5% sur une semaine pour le stock 600 Utilities Net Return. Cela se traduit par le manque à gagner à court terme pour ce secteur de transition face à la nouvelle manne pétrolière autorisée par les États-Unis. Pour autant, il faut également s'attendre à un impact sur le secteur des énergies fossiles, peut-être à un horizon un petit peu plus lointain, puisque si l'offre augmente considérablement, le cours du baril pourrait en être impacté. Pour son deuxième mandat, outre les tensions commerciales, le président américain pourrait amener une plus grande instabilité géopolitique. Les proches de Donald Trump semblent plus vindicatifs et ça nous interroge sur la future position des États-Unis dans les dossiers de guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Ces positions joueront sur les politiques de défense au sein de l'Union européenne et des entités internationales. La mobilisation de l'Union européenne face à ce nouveau paradigme sera primordiale dans l'étude des futures opportunités et l'allocation de nos portefeuilles actions. D'autres projets comme la déréglementation du système bancaire, un assouplissement fiscal massif sont à l'étude. De façon générale, le programme de Donald Trump nous interroge sur les niveaux que la dette américaine pourrait atteindre, elle qui est déjà des niveaux historiques et devient de plus en plus insoutenable. Ces doutes sur la solvabilité des États-Unis ont conduit le taux 10 ans américain à remonter à 4,4% le 6 novembre, avant de redescendre depuis à 4,3%. Alors que Donald Trump avait lourdement incité sur son intention d'ingérence dans les décisions de la Fed, la Banque centrale américaine a tenu ce jeudi 7 novembre sa première réunion post-élection, et celle-ci a été l'occasion d'une nouvelle baisse de 25 points de base. L'élection de Trump ni son programme économique n'ont eu effet sur le plan d'action de la Fed, en tout cas à ce stade. L'élection de Donald Trump a été positivement accueillie par les marchés, avec des performances sur la seule séance du 6 novembre de l'ordre de 3% pour le Dow Jones, 2% pour le Nasdaq 100 et même 6% pour le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations américaines. A l'inverse, les marchés européens et asiatiques ont accusé le coup, avec moins 1,4% pour l'Eurostoxx 50 et moins 1,1% pour le MSCI Emerging Market entre le 6 et 11 novembre. Les sondages nous préparaient à une victoire de l'ancien président, et nos portefeuilles étaient investis en conséquence. Sur nos gammes RS Multigestion et RS Multi-ISR, nous avons notamment bénéficié d'une part de notre billet monde sur les actions européennes, et d'autre part, une surpondération sur le crédit en comparaison aux obligations souveraines. Si le marché pourrait connaître à très court terme des mouvements de volatilité, nous conservons notre vue macroéconomique sur plusieurs mois. Nous profiterons des prochaines semaines pour consolider le billet monde sur la partie action, et particulièrement les États-Unis. Sur la partie obligataire, en raison du ralentissement économique anticipé ainsi que le cycle de restrictions monétaires, nous rééquilibrerons les portefeuilles en faveur d'obligations souveraines et irons chercher du rendement sur la partie longue de la courbe des taux. La COP 16 sur la biodiversité s'est tenue du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. Après 2 semaines de discussion, 196 pays ont tenté de s'accorder pour protéger la biodiversité mondiale d'ici 2030. Les promesses sont là, mais l'ambition reste en deçà des objectifs. Parmi les nouvelles décisions, 150 millions d'euros seront apportés par 8 gouvernements au Fonds cadre mondial pour la biodiversité, le portant à 400 millions de dollars. Un bon départ, mais bien loin des 200 milliards de dollars annuels nécessaires d'ici 2030 pour atteindre les ambitions de protection de la biodiversité. Également, les pays en développement se sont vus refuser un nouveau fonds indépendant sous l'égide de l'ONU pour assurer une distribution équitable des financements. Cette COP a tout de même permis d'avancer sur des sujets importants, avec par exemple la création du fonds Cali, qui vise à faire contribuer les entreprises qui bénéficient des ressources génétiques, notamment dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique, aux pays d'origine de ces ressources. Le bémol, c'est que l'abondement de ce fonds reste volontaire.
Par conséquent, l'incertitude règne autour des fonds qui seront levés et l'impact réel qu'ils pourraient avoir. Enfin, la COP16 marque une avancée clé dans la représentation des peuples autochtones avec la création d'un groupe permanent pour mieux inclure ces acteurs essentiels dans les décisions de la Convention sur la diversité biologique. Seulement 17,6% des terres et 8,4% des océans sont actuellement protégés. Le sujet est complexe, on le ressent également dans l'industrie financière avec des engagements qui restent modestes et des difficultés à déterminer des indicateurs de performance matérielle et mesurables pour les entreprises financières. Pour les différentes institutions, gouvernementales ou financières, le chemin est encore long avant d'atteindre les objectifs fixés pour 2030.